Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Le grand saut du locatif au marchand de biens. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on découvre Aubin. Aubin m'a contacté sur Instagram et à l'instant où j'ai découvert son compte, je me suis dit qu'il était super intéressant et que j'avais envie de l'interviewer. En effet, Aubin, il a un profil un petit peu particulier, mais en réalité, toutes les personnes que j'interviewe ont un profil particulier, mais Aubin a la particularité d'être en chaise roulante et a quand même réussi à investir massivement en immobilier. Donc je me suis dit c'est génial comme épisode parce qu'en plus de ça, ça va vous bousculer dans vos croyances et vous donner la motivation à vous lancer. Donc salut Aubin, comment ça va? Salut, salut. Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah, très très bien. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Je t'avoue que je ne connais pas très bien ce que tu as fait, très très vaguement, j'ai pas refait des recherches, etc. Donc on va découvrir ensemble ton parcours avec les auditeurs. Tu vas tout nous raconter de ton enfance. Donc ça s'appelle un épisode Histoire d'investisseur pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Donc on va dérouler tout le parcours de Aubin pour comprendre comment est-ce qu'il a fait pour se lancer et d'où il est parti au départ. Alors, Aubin, par où commencer? Déjà, moi, ce que j'aime toujours bien, c'est de commencer dans l'enfance, c'est-à-dire où t'as grandi, dans quel genre de famille et quel enfant étais-tu au point de départ dans ta vie. Ok, écoute, moi j'ai grandi en une grande partie de ma vie dans le 94. J'ai commencé à Vincennes, en région parisienne, où j'ai fait, on va dire, j'ai fait mes 10 premières années de vie à Vincennes. Et ensuite, j'étais à Font-sous-Bois, donc vraiment à côté. Donc j'ai fait une grosse partie de ma vie dans le 94. J'ai été, on va dire, à l'école classique, rien de très exceptionnel. J'étais pas un très bon élève, mais pas un mauvais élève. J'étais vraiment le middle. J'avais une petite, on va dire, j'avais une petite appétence plus pour le côté technologique et tout ce qui allait, où il y avait un peu plus de, on va dire, de compréhension et de mise en place des choses par rapport à tout ce qui va être histoire. Les mathématiques, j'aimais bien. Mais j'avoue que les langues, l'histoire, ou même les cours un petit peu plus général, c'était moins ma tasse de thé. Voilà, j'ai toujours été, je pense que cette vague, d'entrepreneurs et de vouloir faire les choses, je l'ai depuis longtemps. J'ai des souvenirs de moi qui travaillait au marché, enfin travailler, c'est un bien grand mot. J'ai aidé, au marché en bas de chez moi à Vincennes quand j'avais une dizaine d'années pour emballer les fruits et légumes et je me souviens très bien, j'avais une pièce de 10 francs. À l'époque, c'était des francs, j'avais ma pièce de 10 francs tous les samedis. J'avais vu ça, je sais même pas comment j'ai fait pour, avoir ce feeling-là, mais bon, petit à petit, ça s'est fait et j'ai fait ça, avec un marchand de fruits et légumes et donc du coup, j'ai commencé comme ça. Je sais que alors je suis issu d'une famille où on est 2 frères, moi et mon grand frère, je suis le dernier. Mes parents, ont toujours travaillé dans l'enseignement, donc c'est pas un métier, on va dire, qui est, dans la spéculation plus plus. Voilà, ma mère, travaillait à l'école et mon père avait les cours de musique. Mais on a toujours été, on n'a jamais manqué de rien, sans aller dans l'excès. Alors moi, j'ai toujours été différent. On a 2 caractères avec mon frère. Mon frère était plus dépensier, à se dire: «Bon allez, c'est parti, on achète des choses, on a de l'argent, on y va». Moi, depuis que je suis petit, j'ai encore des souvenirs où, c'était important de faire des économies. Je savais pas pourquoi j'économisais, mais j'économisais. Je me souviens de mes premiers, comme je te le dis là, les 10 francs. Mon argent de poche, je le mettais de côté, j'essayais de voir combien ça pouvait faire en plus et en plus et on avait vraiment 2 visions différentes parce que mon frère, par exemple, lui, on avait de l'argent de poche le samedi. Le dimanche, il était à la boulangerie, il avait tout acheté, des bonbons, des pains au chocolat, des trucs, et puis c'était gaspillé, quoi. Ok. Donc, ouais, on avait vraiment deux visions différentes à ce niveau-là, au niveau de nos sous et notre vision de la gestion des finances, quoi. Mais c'est intéressant parce que, en fait, dans toutes les personnes que j'interviewe, il faudrait que je fasse des statistiques, profil fourmi ou profil cigale. Mais je pense que le profil fourmi gagne en général sur les investissements, quoi. Parce qu'il y a aussi des cigales qui investissent, mais il y a aussi des cigales qui investissent, mais c'est vrai que les fourmis, quand même, j'ai l'impression d'interviewer plus de fourmis que de cigales.
Je pense que je pense que c'est une vraie éventualité parce que, enfin, l'investissement, ça se fait dans tout type de domaine et ça commence quand on est jeune, enfin, les gens en général ou alors s'il y a un changement vraiment de vision des choses, mais en général, on garde notre vision des choses un petit peu, en tout cas, moi, je l'ai gardé, ce côté-là de faire des réserves et d'investir et de me dire: «Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui l'est moins?» Ok, bah en tout cas très bien. Et tes parents, donc en effet, quand j'entends prof, dans ma tête c'est le cliché des gens qui n'investissent pas, mais je sais pas si du coup c'est vrai. Ils ont pas Exactement. investi. Ok, Tu as tout dit là. ok. Non mais je veux pas avoir de préjugés sur les choses, mais statistiquement quand même, il y a quand même une forte probabilité en général. Les médecins et les profs, j'ai l'impression que c'est les pires quoi. Enfin voilà, en général en investissement. Mais c'est une généralité, c'est pas. Il peut y avoir des exceptions. C'est vrai que tu as raison là-dessus. Alors, ils n'ont pas investi directement dans la pierre, ils l'ont fait plus ou moins et finalement, ça s'est pas très bien passé. Bon, in fine, ils n'ont pas investi, ils n'ont pas, créé du patrimoine et c'est peut-être aussi pour ça que moi, de mon côté, je me suis dit que c'était important de le faire parce que je me suis rendu compte aussi de toute la force d'avoir du patrimoine, ne serait-ce qu'une résidence principale, de la force d'avoir, mis, quelques briques, en avant il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans de notre vie et que finalement, bah, à la fin, on a quelque chose donc peut-être que aussi le fait que mes parents n'aient pas investi et n'aient pas, ne serait-ce que dans leur résidence principale et étaient locataires. Enfin, moi, j'ai toujours connu mes parents me dire, «Ah, le mois prochain, faut payer le loyer. Ah, le mois prochain, faut payer le loyer». Donc peut-être avec le temps et dans ça a fait un peu un chemin dans ma tête et je me suis dit: «Bon, pourquoi ne pas être de l'autre côté du fusil pour une fois?» Bah ouais, ouais. Parce que, en fait, moi, la question que je me pose, c'est, en gros, t'avais quand même une forme de. T'es prévoyant, quoi. T'avais un côté prévoyant sur ton avenir. En tout cas, t'anticipais les choses et t'avais déjà en tête de prévoir ton avenir depuis très jeune, en fait. Ouais, enfin, j'anticipais pas, mais je me suis dit, enfin, pour moi, c'était important de faire des économies et j'ai toujours eu cette vision en me disant, «Ce que je mets de côté maintenant, je vais pouvoir acheter quelque chose derrière qui va me rapporter de l'argent». Alors qu'au début, j'avais pas du tout la vision de la fiscalité, de tout ça. J'étais un peu, bah, comme tout le monde en me disant, «Je vais acheter quelque chose, ce quelque chose, je vais le mettre en location et derrière, bah, le loyer va me rentrer à 100 entre Ouais. guillemets. Mais voilà, j'avais cette vision-là et très vite, je me suis dit en fait, moi, j'aimais beaucoup les sports mécaniques, j'ai fait beaucoup de vélo quand j'étais plus jeune. Après, j'aimais bien la moto et j'ai très vite vu que c'était assez cher et que bon, bah, en fait, le seul moyen de pouvoir atteindre ces objectifs-là, c'était de mettre de l'argent de côté et de le payer personnellement, quoi. Donc en fait, j'ai toujours eu un but, j'ai commencé, petit à petit comme ça, vers 12 13 ans, je réparais des vélos et j'étais dans un club de vélo et je revendais des vélos. Alors c'était pas, je me souviens, c'était encore, à l'époque, on était encore entre le franc et l'euro, donc c'était vraiment, au début, c'était pas des grosses plus-values que je faisais, mais bon, au moins je me faisais un peu d'argent en réparant des vélos, en achetant des pièces, tout ça. J'étais très bien avec un marchand de vélos, je lui donnais des coups de main de temps en temps et cetera et petit à petit, comme ça, j'ai pu mettre de l'argent de côté pour pouvoir justement avancer et j'ai acheté, bah, mes premiers vélos que j'ai pu réparer. Ensuite, c'était plutôt des motos. J'avais quoi? J'étais au collège, je devais avoir 14 ans, 13 14 ans. Je me suis dit: «Allez, je vais m'acheter une petite moto». Alors je me suis acheté une moto, bon, les motos sans permis qu'on peut avoir avec le BSR, mais cette moto-là, je l'ai payée, je me souviens, je l'ai payée 700 €, rubis sur ongles avec que mes finances personnelles et j'avais une satisfaction de me dire, «Bon, bah, voilà, Aubin, tu as économisé, tu as fait plein de choses à droite à gauche et du coup, tu as pu, te payer, ta moto qui n'aurait pas été payée, par, ma vie, quotidienne, ma famille et cetera». Trop bien. Donc, t'as déjà un petit esprit marchand, quoi. Exactement, j'adore le commerce. Enfin, de marchandage, quoi. Voilà, de commerce. T'as l'esprit du commerce. Et tu grandis, tu fais quoi comme études? Parce que tu disais que tu étais un élève moyen dans la middle, comme tu disais. Qu'est-ce que tu fais comme études? Comment tu te projettes dans la vie? Comment tu vois les choses? Alors moi, j'ai sorti du collège, je voulais aller dans une filiale, plutôt, comme je te disais, technologique ou professionnelle et à l'époque, bah, j'ai découvert un peu la moto, tout ça, j'aimais bien les véhicules. Mon père faisait déjà de la moto depuis longtemps, donc c'est quelque chose qui me parlait et donc du coup, je me suis dit: je vais me mettre, je vais faire un BEP, dans une école qui s'appelle l'INCM, l'Institut national du cycle et motocycle. Ça sonne, très Ok. voilà, mais du coup, je me suis dit: «Bon allez, je vais me lancer dans un BEP parce qu'au moins c'est que 2 ans, je verrai si ça me plaît et cetera» et donc je me suis lancé dans ce BEP-là en apprentissage et donc du coup, j'avais des semaines d'école et j'avais des semaines aussi, en apprentissage, chez le patron. Donc j'étais dans un magasin de moto. Donc très vite, en fait, j'ai avancé beaucoup plus vite parce que j'ai eu ma première paye
La paye d'apprenti, je me souviens, mon premier chèque, c'était 317 € par mois. Donc voilà, mais pour moi, c'était important quand même. C'était bon, Bah tous oui. mes copains qui étaient, à côté, qui étaient en troisième, qui étaient partis en général et bah, eux, en fait, à chaque fois qu'ils voulaient faire quelque chose, à chaque fois qu'on sortait, ils demandaient de l'argent à leurs parents et je me souviens, j'ai des visions de mes potes qui me disaient: «Ah non, je peux pas aller là parce que ma mère ou mon père, ils me non et ils m'ont pas donné d'argent» et moi, j'étais le premier à avoir une carte bleue, quoi. J'avais une carte bleue avec, alors en débit limité, une carte bleue, adolescent, où on peut pas Ouais, faire livret grand-chose. jeune, quoi. C'est ça, mais j'ai en gros ma carte bleue du Crédit Mutuel et mes 317 € de paye, c'était des chèques à l'époque que mon père me donnait, que j'allais mettre à la banque et c'était très important pour moi parce que je me dis: «Ah mais je peux faire ce que je veux», enfin des détails, mais je pouvais aller manger dehors sans demander de l'argent à mes parents, je pouvais faire 2-3 trucs sans tout de suite devoir aller, chercher, des pièces dans le porte-monnaie de mon père donc du coup, ça a eu une force quand même assez intéressante et je pense que ça le fait de faire ça, ça m'a développé encore plus vite le besoin d'être autonome financièrement. En fait, c'était l'autonomie financière qui me parlait plus que, juste le fait de spéculer et d'avoir, de l'argent sur un compte. OK, donc là, je vois très bien, ton parcours jusque-là. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment tu continues les choses? Tu fais tes études? Oui, Comment alors je ça avance? continue, je fais mon BEP en 2 ans, ça se passe plutôt vite et plutôt bien et je me dis: «Ah, c'est dommage de s'arrêter là», donc je pars sur un bac en 2 ans de plus. Entre-temps, moi, je roule beaucoup en moto, je fais beaucoup de choses sur la moto, sur des circuits. Je commence à avoir donc j'ai une licence moto, je commence à m'entraîner beaucoup pour pouvoir être pilote moto et donc tout ça, ça avance un peu en même temps. Je Ça se passe plutôt bien. Fin du bac, j'ai mon bac avec mention. Je me dis: «Ah, c'est vraiment bien ce que j'ai fait et tout ça». J'ai différents, patrons qui souhaitent m'embaucher, et d'un autre côté, j'ai une carrière qui commence, en intermittent du spectacle pour être cascadeur moto, pour faire des cascades et des spectacles moto. Vraiment, je suis arrivé là au hasard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remplacé quelqu'un qui s'était cassé le poignet, qui pouvait pas assurer la saison et là on me dit: «Aubin, est-ce que, tu penses que tu peux essayer de faire un essai, voir si ça passe?» Et donc je fais un essai avec l'équipe, ça se passe vachement bien. Finalement, je vais rester 3 ans dans cette équipe de cascade moto, où je pars sur toute la France, on fait des spectacles vraiment partout. Du coup, vraiment content et aussi derrière, je me rends compte que, bah, il y a plein de gestions qui se passent autres, bah, comme la gestion des gens, vendre des produits, les financements, parce que mine de rien, on est sur un statut qui est précaire, hein. Intermittent du spectacle, c'est le statut, je crois, le plus précaire qui existe en France. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un système de jours. Si on fait assez de jours, on a un espèce de chômage l'hiver, et cetera. Et donc, du coup, il y a tout ce truc-là qui commence à se mettre en place dans ma tête. Mon patron qui me parle de ça, il me dit: «Ah bah, lui, il a fait ses jours, lui, il a pas fait ses jours, du coup, lui, il a ça, tout ça». Ah, il cotise et en fait, je commence à comprendre un peu des choses différentes que juste le salariat. Et alors, ce que je comprends, c'est que cette petite carrière de cascadeur que tu as faite, enfin, tu as dit, je sais pas combien, enfin, je dis petite, je sais pas combien de temps tu l'as faite, mais par rapport à ton emploi de, je sais pas comment on appelle ça, ton bac technique, c'était en même temps de tes études ou tu avais aussi un petit emploi technique à côté? J'ai fait ça, en fait, j'ai commencé en même temps qu'à ma dernière année de bac. Ok. J'ai commencé parce qu'en fait, ce qui collait bien, c'est que bon, les études de bac, en gros, on finissait en fin juin, allez, même mi-juin, il y avait plus grand-chose. Et en fait, la saison, la grosse saison, en intermittent, c'est les spectacles, c'est pendant tout ce qui va être juin, juillet, août, septembre. Donc en fait, ça a collé. Ok, donc tu arrivais à faire les deux en même temps, en fait, tes études et ta carrière Voilà. de cascadeur. Vraiment, ça a été vraiment sur la première année. Ensuite, eh ben, en fait, j'ai pris un mi-temps où je travaillais, en fait, l'hiver. Ce qu'on appelle l'hiver, c'est, à partir de novembre. De novembre à février, mars, on va dire, je travaillais, hein, dans un magasin de moto. J'avais un mi-temps, je faisais mardi, mercredi, jeudi. Je travaillais que 3 jours par semaine et le reste, bah, c'était des entraînements, c'est de la préparation pour l'été, pour les spectacles. Et donc comme ça, j'ai tourné comme ça sur 3 saisons, pendant 3 ans jusqu'à mes 22 ans. Ensuite, donc c'était très bien, mais j'étais toujours un peu à droite, à gauche. J'ai eu des cachets donc du coup d'intermittent du spectacle qui étaient différents de mon salaire. J'ai plutôt, commencé à gagner un peu mieux ma vie que ce que je gagnais avant et je me suis dit: «Bon, bah, OK, j'ai mis de côté, j'aimerais peut-être investir un petit peu». Là, ce qui s'est passé, c'est que
j'ai repris, alors je vais essayer de te démêler ça au mieux. OK. J'ai repris un travail, on m'a proposé un très bon poste dans une société, un des plus grands magasins de France de moto, pour m'occuper de tout ce qui était, événementiel et un petit peu tout ce qui va être, journée d'organisation sur circuit, de moto et cetera et donc du coup, ça collait un peu et en plus, je me suis dit: «Ah, c'est pas mal parce que c'est un CDI». Je commençais à réfléchir, CDI, il faut quelque chose de stable si on veut investir et cetera. Donc je me suis dit: «Bon, c'est pas mal, au moins c'est un CDI». Il y a une couverture, qui est assez importante et je pourrais éventuellement regarder si j'ai besoin d'investir. Donc j'ai commencé ce métier-là, j'avais 23 ans, j'étais le plus jeune, à ce poste-là. Je dirigeais des gens qui en avaient une cinquantaine d'années. Alors au début, c'était les propres mois, je t'avoue que c'était compliqué parce que, bah, c'est le petit nouveau qui arrive, qui dit: «Oui, mais on va faire comme ça, on va faire comme ça». Surtout que j'avais une vision des choses qui était assez, enfin, moi, j'ai toujours fait les choses à fond. C'est-à-dire que quand je fais un truc, j'aime bien me mettre à fond dedans et vraiment, optimiser. J'arrive pas à faire un truc à moitié, sinon, en fait, je le lâche, quoi. Si je fais pas le truc à fond, je sais pas, j'ai pas assez d'intérêt et donc ça marche pas ou je laisse tomber ou voilà, ça va pas jusqu'au bout. Donc ouais, donc on a vachement bossé sur ce sujet-là. On a fait bien avancer les choses. Mon patron était très content, ça avançait bien, les clients étaient contents, on faisait plus d'événements. J'ai commencé à lancer des partenariats avec des marques, donc je te la fais rapidement, mais une marque, par exemple, de pneumatiques moto, co-organise une journée sur circuit et en fait, ce qu'ils veulent, eux, c'est vendre à des clients parce que les clients vont venir rouler avec leur véhicule. Il y a des véhicules qui roulent et les pneus s'usent, ils vont vendre des pneus et ça fait tourner un peu le commerce de tout le monde. Nous, on vend du matériel en tant que magasin de moto et on vend des motos. Eux, ils vendent des pneumatiques et voilà et en plus, voilà, c'est des partenariats donc j'ai commencé à faire ça, ça s'est bien passé. J'avançais bien. À côté de ça, j'avais toujours ma petite case en me disant: «Aubin, si tu achètes quelque chose et que tu le mets en location, le locataire te paiera et donc du coup, tu auras 100 de ce que tu veux». Donc j'ai commencé à visiter des appartements avec, OK. mon ancienne, compagne, j'ai commencé à visiter des appartements. Je connaissais pas grand-chose. Le seul truc que je connaissais, c'était Le Bon Coin et je savais faire un peu une analyse de marché par rapport aux achats de motos, reventes et cetera. Donc j'ai un peu calqué ce que je faisais sur les motos sur l'immobilier en me disant: «Je vais regarder». J'ai fait plusieurs visites, je me suis mis en relation avec des agences et cetera, mais j'avais pas beaucoup de temps. J'avais pas beaucoup de temps parce que mon travail me prenait énormément de temps. Bon, j'ai visité, à un moment, je me souviens, j'ai eu une discussion avec mon père et mon père m'a dit: «Ah mais tu devrais quand même regarder un peu comment c'est les montages, fiscaux et cetera». Et il m'a dit: «Tiens, j'ai un ami, d'enfance, qui est expert comptable, prends rendez-vous avec lui» et donc je prends rendez-vous avec cet expert comptable et donc il me dit: «Ah c'est super ton projet, tout ça» et donc je lui montre un peu je me souviens, j'avais pris des notes. Je lui montre un peu mes notes et là-dessus, il me dit: «Bon bah, c'est super» et donc en gros, moi je pour te dire un peu le truc, je me suis dit: «Je vais acheter un bien à 100 000 €, il va, y avoir un loyer de 700 €. Bon, bah, je vais payer les charges, tout ça, ça va me descendre à 600 €. Bon, bah, si je mets 100 000 € là-dessus, j'ai 600 € par mois, tous les mois, pendant X années et cetera» et je me souviens très bien de ce rendez-vous. Il m'a dit: «Bon, bah, très bien, donc tu as 700 €, OK, donc tu enlèves tes charges, tu as 600 €. Sur les 600 €, il faudra enlever les prélèvements sociaux de il faudra enlever l'impôt sur les revenus immobiliers, il faudra enlever ça, la taxe foncière». Et là, je voyais l'enveloppe qui s'amenuisait et je me suis dit: «Mais c'est pas possible» et à la fin, il m'a dit: «Ouais, mais si tu fais comme ça, bah, en fait, tu vas finir où tu vas, payer à peu près 45 d'impôts sur tes 600 € et moi, enfin, quand j'avais pas de connaissances de l'immobilier, mais j'étais en colère. Je dis: «Mais c'est pas possible, c'est de l'argent que j'ai économisé». Mais c'est du vol! Mais oui, mais si j'achète et que C'est un le scandale! locataire, il me paye, bah, après c'est réglé. Il dit: «Mais non, en plus» il commence à m'expliquer qu'il me dit: «Mais non, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu fasses un crédit et comme ça, la banque, tu auras déjà des intérêts d'emprunt» et encore, c'était pas du tout un fiscaliste, optimisé, hein. C'était un fiscaliste vraiment, voilà, il me dit: «Voilà, comme ça, tu as des intérêts d'emprunt qui vont se mettre en face et cetera». Il m'a fait un calcul tellement compliqué de tout ça que je suis sorti, j'ai abandonné le projet, immobilier. Ah ouais, il t'a écœuré, quoi. Il t'a il t'a tué avec Ouais. les impôts. Ah, ça m'a fait je me suis dit: «Mais» bah, en fait, je me suis dit: «Mais c'est du vol, c'est vrai, clairement, enfin, c'est dingue, quoi». Donc je me suis trouvé plein d'excuses, je l'ai pas fait, j'avais pas le temps, c'était pas intéressant, ceci, cela, j'ai et donc en fait, j'ai complètement laissé tomber ça. Parce que attends, juste, j'ai une question quand même, c'est que t'avais en tête d'acheter cash au départ, Ouais, c'est ça? Parce que t'avais réussi à mettre beaucoup d'argent de côté, mine de rien, pour pouvoir acheter cash? alors pas autant, mais je me suis dit, que ouais, enfin, j'avais réussi à mettre, je te dis une connerie, mais peut-être,
Ouais, peut-être, 60-65 000 €, 70 000 € et je regardais un peu à essayer de voir, Ouais, ouais, c'est déjà une belle somme, je suis d'accord, ouais, ouais. bien sûr, ah non, non, mais je mettais, tout ce que je pouvais, je mettais de côté et du coup, mais ça m'avait un peu freiné tout ça et je me suis dit: «Mais c'est» enfin, en plus, dans ma vision des choses, c'était inconcevable de se faire autant imposer alors que c'était, du dur labeur de plusieurs années de mise de côté et cetera. Enfin, je comprenais pas trop le montage. Donc j'ai laissé tomber, j'ai continué à travailler parce que de toute façon, mon travail me prenait beaucoup de temps et j'arrive, en juin, 2017 et en fait, je pars faire avec un motoclub avec lequel j'avais l'habitude, je pars faire une sortie moto en Ardèche qu'on faisait tous les ans sur 3 jours. On descendait on mettait les motos dans le camion, on descendait là-bas, il y avait tout un truc qui se passait et là, j'ai un accident de moto qui, se passe très mal parce que du coup, je suis parti à la base pour 3 jours et finalement je finis à l'hôpital, donc je suis héliporté à l'hôpital de Saint-Étienne, je suis opéré en urgence et en fait, je me casse une vertèbre dans le dos qui touche la moelle épinière et qui me rend, paraplégique. Donc gros changement, de vie, alors les 1res semaines ont été compliquées. J'ai été du coup rapatrié après à Garches, l'hôpital de Garches dans le 92 qui est un gros centre de rééducation connu pour les patients médulaires et cetera et donc bon, je t'avoue que j'avais tout mis de côté et j'étais dans une reconstruction personnelle mais me voilà parti pour, finalement 9 mois d'hôpital et de rééducation après cet accident de moto qui m'est arrivé en juin. Donc les 1res semaines, les premiers mois, je suis un peu ciblé sur essayer de trouver une solution, de me dire parce que j'avais 24 ans quand ça m'est arrivé, donc cet Ouais. accident, j'avais 24 ans, de me dire: «Qu'est-ce que je vais faire? Mais comment ça va se passer?» Il y a quand les médecins qui me disent qu'il faut que je fasse comme ça pour pouvoir être autonome, reprendre mes habitudes de vie et cetera. Sauf qu'au bout de quelques mois, je me rends compte que bon, bah, je sais me déplacer avec un fauteuil roulant, je vais me débrouiller pour le quotidien. Les dossiers, l'administratif et tout ça, ça s'est plutôt lancé. Je commence à aller, être un peu plus stabilisé en termes d'état de santé. J'ai plus besoin de gros soins, les fractures sont complètement, ressoudées et cetera. Sauf que je ne peux pas marcher, je suis en fauteuil. Ils me disent clairement que je vais être en fauteuil une grande partie de ma vie et donc je me dis: «Bon, Aubin, tu as 24 ans, tu as fait déjà pas mal de choses, tu as touché à beaucoup de choses déjà, dans ta vie, mais le problème, c'est que maintenant, comment tu fais?» quoi, parce que 24 ans, tu as pas vraiment cotisé pour ta retraite. Tu es, au début de ton parcours, on va dire, professionnel et d'un autre côté, je me voyais pas du tout retravailler pour un patron et avoir des horaires et rentrer dans le CDI. Enfin, je sais pas, cet accident, ça a déclenché plein de visions des choses différentes en moi et ça a fait mûrir beaucoup de choses qui étaient peut-être de côté. Souvent les choses où on se dit, «Ah bah, je les ferai plus tard, l'année prochaine, j'ai le temps, dans 3 ans, on verra pour déménager, dans 6 ans» et cetera. Et en fait, tout ça, ça a mis un stop un peu comme ça et je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux faire?» Et donc j'ai ce projet immobilier qui est revenu, des entrailles, de tout ça et je me suis dit: «Bon, bah, je pense que c'est le moment, c'est une bonne idée de faire ça». Pourquoi? Parce que, bah, je vais pas avoir de retraite, je cotise rien, c'est le moment de se mettre quelque chose de côté. Enfin, j'ai des questions, mais peut-être complètement naïves, parce que j'y connais rien du tout. Mais t'as pas une sorte d'aide de l'État quand on devient handicapé, qu'on peut plus travailler, on n'a pas un truc qui fait qu'on est en sécurité? Alors, oui, oui, non, non, mais tu as raison. Alors là, tu as une aide de l'État qui s'appelle, donc en fait, c'est la MDPH, la Maison départementale des handicapés de France, qui te verse une aide si jamais, tu rentres dans les cases et mais il faut savoir que cette pension, ça s'appelle une pension d'invalidité, elle est très faible. Elle est vraiment, voilà, elle est dérisoire. Dès que tu travailles un peu, elle s'annule parce que, bah, tu as des revenus plus élevés que la pension. Et la pension d'invalidité pour quelqu'un qui a eu un accident en début de vie comme moi à 24 ans, donc ils prennent les 10 dernières années de travail. Donc en fait, étant donné que, ben, en réalité, si on prend les 10 dernières années, bah, ça fait 14 ans, mais 14 ans, tu n'as pas de fiche de paie, tu n'as pas de salaire. Donc en gros, ils ont commencé à regarder à 18 ans, avec, le début de l'apprentissage quoi, 17-18 ans. Donc en fait, elle est calculée là-dessus, elle est très faible, elle est que quelques centaines d'euros, mais il y a pas ça ne couvre pas du tout les besoins et c'est pas, enfin, on peut pas vivre là-dessus, quoi. Faut pas Donc concrètement, en fait, t'avais pas le choix de retourner bosser, quoi. C'était, bah, concrètement, enfin, soit rebosser, soit faire des investissements, soit voilà, entreprendre, mais tu pouvais pas compter que là-dessus, quoi. j'avais pas le choix. Alors, on a toujours le choix, j'avais le choix de me dire: «Bon, bah, je réduis de
toute ma vision des choses. Je vais vivre chez mes parents et du coup, bah, voilà, mais ma famille m'aurait jamais laissé tomber et cetera. Mais si j'avais envie d'avancer et si je voulais garder la progression mentale que j'avais dans toutes mes activités comme je l'ai eu jusqu'à cette date-là, non, c'était pas possible, quoi. Enfin, c'était pas OK. possible. Surtout qu'il y a plein de choses dans le monde de l'handicap qui coûtent vraiment très cher. Enfin, maintenant, il y a des on va dire la base est prise en charge, mais dès l'instant que tu rajoutes des choses qui sont importantes pour toi, en fait, tout est en supplément et donc ça monte très vite et donc du coup, je me suis dit: «Bon, j'ai du temps, je suis dans un centre de rééducation où je fais, 2 heures et demie, 3 heures de kiné par jour. Le reste, bon, on fait du sport, on discute. Donc j'ai commencé à mettre YouTube, regarder tous les contenus gratuits, vous mettez votre mail ici et à 20 heures vous avez une vidéoconférence sur la location meublée. Vous mettez votre mail ici et puis vous allez avoir un truc sur le Airbnb et je faisais que ça. J'avais 3 adresses mail, donc j'arrêtais pas d'envoyer mes trucs et puis je regardais du contenu gratuit, j'ai commencé à suivre du coup, bah, des grands noms, comme Ian Darwin, comme, tous des gens qui avaient avancé un peu dans l'immobilier et je me suis dit: «Bon, bah, voilà et je vais m'auto-former et je vais voir ce que ça donne» et voilà, là, je vais, mettre en application ce que je voulais faire depuis longtemps, un peu plus travaillé, moins juste avec ma vision des choses, avec les règles un petit peu les règles du jeu français et je vais faire ça et on va voir ce que ça donne et donc je sors de centre de rééducation, donc accident en juin, 2017. Je sors de centre de rééducation, en février 2018 et voilà le début d'un parcours assez long pour essayer de trouver un bien immobilier. Donc j'avais déjà, je te passe les détails, j'avais déjà trouvé, et validé mon permis de conduire dans une auto-école, acheté une voiture sur le bon coin, un truc pas cher d'occasion pour pouvoir me déplacer avec l'équipement qu'il me fallait. Donc en fait, j'étais autonome, je pouvais aller faire une visite, aller à droite à gauche. Donc je me suis dit: «Allez, c'est parti, je cherche un bien immobilier» et donc je commence à chercher. Moi, dans mon idée, ce que j'avais compris avec toutes les formations, c'est qu'il faut faire du LMNP parce que le LMNP, c'est super, la location nue, c'est nul. Voilà, en gros, les Voilà, gros. la base, la base du débutant. C'est Ouais. ça et faut trouver un bien, rentable et si c'est rentable, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que à l'époque, c'était des crédits beaucoup plus bas, mais le montant du crédit soit à peu près de la moitié du montant du loyer. Excellent. Non, mais tu as tout résumé pour les gens qui écoutent. C'est parfait, c'est la base. En gros, c'était ça. Donc je cherchais le truc avec un montage que, le loyer et que c'était aussi correct pour moi. Alors là, je me suis, cassé un peu les dents parce que, bah, déjà trouver un bien en région parisienne avec un rendement, qui est équivalent à 10, c'est très, très compliqué. Trouver un bien qui est accessible pour moi parce que souvent, les biens accessibles, les biens rentables, bah, c'est des petites copros sans ascenseur, ça va être des bâtiments un peu plus, anciens. C'est pas de la grosse copro avec 2 ascenseurs au milieu et des grands jardins. Et sinon là, on a mangé la Ah marge. ouais, ah ouais, j'avais même pas pensé. En fait, il y a des endroits, de toute façon, tu peux même pas accéder, donc de toute façon, tu peux même pas les visiter. C'est Et ça. du coup, ça t'excluait forcément ou tu pouvais quand même. Ah Tu bah, disais non. j'exclus ou tu disais il y a un pote qui va aller faire une vidéo pour moi et je vais quand Ah même. non, non, j'ai le premier investissement, je voulais tout voir. Non, non, je pouvais pas. Ouais, ouais, oui, ok. Mentalement, je me suis dit: «Il faut que l'appartement, je puisse rentrer dedans». Donc j'avance comme ça, mentalement compliqué parce que j'arrive sur des résidences et puis j'arrive et puis je rentre dans l'ascenseur et je me rends compte, bah, que les portes, elles ferment pas, l'ascenseur est trop petit. Donc l'agent immobilier qui me regarde: «Bon, bah, je suis désolé, je suis vraiment désolé». Alors tout le monde est toujours désolé dans ce cas-là, mais en fait, ce qui te passe, c'est que toi, tu rentres chez toi, tu avais travaillé sur un truc que tu as pas pu visiter, tu te dis: «Je vais jamais y arriver». Je visite des appartements, en rez-de-chaussée, du coup, je visais beaucoup de rez-de-chaussée parce qu'on me disait au moins c'était accessible. Donc je visite des rez-de-chaussée, mais les chiffres sont pas bons, cetera et cetera. Il m'a fallu du coup, donc quand même, 6 mois de recherche, et j'ai essayé de faire du réseau avec des agents immobiliers que je connaissais et là, je dois partir visiter un bien avec un agent immobilier. Je me souviens très bien, c'était un studio à Gagny, 93 et on va pour, le visiter et il me dit: «Oui, c'est super, en plus, il y a un locataire en place, vous avez pas besoin de chercher le locataire» et cetera donc Ouais, merci pour le cadeau. Des fois, voilà. c'est pas forcément. Mais dans ma tête, je me suis dit: «Ah ben c'est bien parce qu'au moins on sait ce qu'on a». Mais bon, voilà. On arrive sur place, je vois l'appartement, c'était un vrai bazar. Le locataire qui nous accueille en caleçon, pas habillé et qui avait un studio avec un étendoir avec du linge en plein milieu du salon, enfin bon et là je vois ça et je me dis: «Oh là là»
et ça respirait pas la santé et même l'agent immobilier, il a ressenti et il a vu que ça allait pas. Il a dit: «Oh, je suis désolé, je vous ai fait déplacer pour ça, c'est vraiment dommage et cetera», et je lui dis: «Bon, bah, c'est pas grave», et je pense que la déception sur mon visage était telle que lui-même l'a ressenti et il s'est senti mal et il m'a dit: «Mais vous savez quoi? Normalement mon collègue il rentre un mandat demain», et je lui dis: «Ah bah oui». Il me dit: «Bah, attendez, je vais l'appeler, il est 15 heures, peut-être qu'il a déjà les clés et cetera», et donc il appelle son collègue et son collègue lui dit: «Bah oui, oui, j'ai un appartement là, en 2 pièces et on doit signer le mandat demain, j'ai déjà les clés», et il me dit, cet agent-là, je me souviens très bien, c'était Century Matin, il me dit: «Bon, bah, monsieur de Coppet, vous voulez qu'on aille le visiter? On va le visiter en même temps parce que là, je suis vraiment désolé pour vous, ça correspondait pas», et nous voilà partis pour visiter du coup cet appartement qui est à Noisy et qui sera, mon premier appartement parce que du coup, je suis arrivé et en fait, c'était un super 2 pièces, le gars l'avait depuis longtemps, il avait rénové deux trois petits trucs, il y avait encore un peu de travail mais tout à fait correct et avec un prix qui était, même moi, je me dis: «Ah, sur mon papier, ça colle, quoi. Le loyer et cetera et ça». Donc me voilà en train de faire une offre, c'est un rez-de-chaussée, c'est un appartement de 2 pièces qui fait 31 carrés au rez-de-chaussée et je fais une offre et bon feeling avec l'agent immobilier parce que du coup, c'était vraiment en dessous du prix du marché. Je te parle de ça, on était en 2000, fin 2018, donc c'est vraiment en dessous du prix du marché, il y a pas mal de demandes et moi je connaissais pas tout ça, mais du coup, il y a très vite d'autres offres et du coup, je me dis: «Oh là là, mais ça va vite» et cetera, et donc en fait, là où j'ai eu de la chance, c'est que l'agent immobilier qui m'a vendu l'appartement était très sympa et il a défendu mon dossier et en gros, il m'a dit: «Non, mais vous inquiétez pas, vous avez fait une offre, on voit avec le client s'il accepte et si jamais ça passe pas, on présentera les autres offres». Trop cool! Ouais. Parce que t'avais tenté une petite négociation? Bah oui, quand même. J'avais Bah, tenté, j'avais tenté 7 000 € de négociation très sur bien. un bien à 95 000. Donc j'avais tenté, je me souviens, j'ai fait une offre à 88. Et ça, c'est grâce au fait que t'aies fait une visite toute pourrie, parce que le mec était tellement désolé de ta visite pourrie qu'il s'est dit non, mais pour m'excuser, il faut que je lui obtienne cet appart, quoi. Bah, c'est ça et puis, tu sais, il y a le truc de se dire, ouais, l'agent immobilier, c'était un jeune sympa, il m'a vu, on a vite discuté. Très vite, les gens, ils me demandent: «Mais qu'est-ce qui t'est arrivé?» et cetera. Donc tu es un peu obligé de raconter ta vie. Des fois, tu as pas envie, mais tu es un peu obligé de dire: «Bon, bah, voilà, accident de moto» et cetera, et du coup, il m'a dit: «Ah ouais, non, mais c'est super et tout», et du coup, je sais pas, il s'est rangé de mon côté et il s'est dit: «Bon, allez, on va faire ça et tout ça». C'était pas lui qui avait le mandat, c'était son collègue qui avait rentré le mandat. Donc s'il revendait le mandat, il avait que 50 de la com et son collègue aurait pu très bien revendre vite le mandat pour avoir sa com complète. Mais ils se sont dit: «OK, on se tire pas dans les pattes, moi j'ai un client sérieux». Ils se sont mis d'accord tous les 2 et voilà, ils sont partis, pour, présenter mon offre, donc à 88 000 € et il s'avère que, le propriétaire qui avait cet appartement depuis 32 ans a accepté mon offre sans remonter, sans rien. Ils ont dit: «OK, c'est quelqu'un de sérieux, c'est allé vite, je suis content». Offre acceptée. Donc je suis parti là-dessus, voilà, signature de Donc, en compromis. gros, t'as négocié tes frais de notaire gratos, quoi. C'est ça. Alors moi, je C'est voulais déjà éviter ça. mes petits travaux parce que je voulais faire une cuisine poupée parce qu'il y avait, tu sais, c'était le travail, fait rapidement typique des gars qui remettent un plan de travail en 120 avec le frigo et puis les 2 petites plaques, métalliques, de cuisson au-dessus, histoire de dire qu'il y a une cuisine, mais pour moi, c'était pas une cuisine. Donc me voilà parti, j'avais pas de notaire, j'avais rien. Je demande à l'agent immobilier: «Oui, vous avez un notaire?» Il me dit: «Ah ouais, j'ai une amie avec lequel on était au collège ou au lycée, je sais plus. Elle est notaire maintenant, elle est très sympa et tout, appelez-la». Donc hop, je suis parti avec cette notaire-là et cetera. Je monte mon dossier bancaire, du coup, parce que j'avais quand même compris qu'il fallait faire un crédit, qu'il fallait pas mettre tous ses œufs dans le premier achat. À regarder toutes les vidéos YouTube, t'avais quand même compris ça? J'avais compris que voilà, il fallait pas faire n'importe quoi, donc je fais mon dossier bancaire. J'avais pas encore tout bien compris parce que j'ai quand même pris un dossier sur 15 ans. J'ai pris que 15 ans, il y avait 15 ans ou 20 ans, mais j'ai vu 15 ans, sur un taux qui devait être en dessous des 1 et 20 ans, on était au-dessus. Je me suis dit: «Ah», en fait, je regardais pas le taux, je regardais le prix du crédit sur 20 ans. Le total des mensualités de Ouais. crédit sur 20 ans et sur 15 ans, et j'ai vu la différence, je dis: «Bon allez, je vais prendre sur 15 ans». Ouais, parce qu'en plus, j'ai fait des épisodes exprès, moi, là-dessus, je fais des solos là-dessus en disant surtout ne regardez jamais le coût total du crédit, c'est un chiffre qui sert à rien. Tu t'en es la preuve, parce que ouais, c'est des montants tout de suite impressionnants. Dès Bah que tu oui. regardes le coût total du crédit, tu dis oh mon Dieu, mais quelle horreur! Et en fait, c'est pas un critère pour un investisseur, quoi. Mais en fait, au début, on regarde ça. Moi, je regardais le prix de l'assurance P&O, je regardais des trucs enfin, qui ne sont pas regardés. Mais au début, en fait, vu que c'est une dépense et qu'on a l'impression que on va le prendre directement dans notre finance pour le mettre,
Ah ouais, non, je me suis dit: «Non, non». Donc bon, ça c'est fait. À l'époque, mon banquier était un jeune aussi qui j'ai eu un peu de chance dans tout ce bazar. J'ai eu un peu de chance au début puisque du coup, j'avais un banquier qui était un jeune, qui était là en poste depuis 3 ans, qui était assez motivé, qui dit: «Ah mais c'est bien ce que vous faites». Il s'est rendu compte que j'avais quand même des finances de côté. J'ai mis, je crois, j'ai mis, 10 000 € d'apport personnel pour que justement, les chiffres soient à peu près bons au niveau de ma location sur 15 ans et me voilà parti à acheter cet appartement, j'ai acheté cet appartement, j'ai eu les clés, je me souviens, c'était en octobre 2018. Donc tu vois, il m'a bien fallu, pas mal de temps. Et donc, il y avait un peu de cash flow positif sur ce bien finalement, parce que Attends, je vais te raconter. trop bien. Et du coup, on se lance, optimisé à 100. Donc je prends mon frère dans la partie et je lui dis: «Tu sais quoi? On va faire les travaux ensemble, on va monter la cuisine, on va faire tout ça». Parce que moi, je voulais pas payer un artisan, voilà. J'avais déjà fait du bricolage, j'ai pas mal de choses à vendre, donc je me suis dit: «Voilà, on va refaire». Alors on refait les sols, bon, pas comme des professionnels, hein, on va pas se cacher, mais voilà, on met du lino tout joli, effet carreau de ciment au sol, noir et blanc. On fait une belle cuisine avec des petits meubles. Bon voilà, on met des plans de travail, tout ça et au final, on finit tout ça. Je meuble l'appartement pour faire du LMNB. Je meuble l'appartement, là, je me souviens très bien, un soir, je commence à regarder combien je peux le louer et j'avais fait mes projections, je crois, sur 700 € de loyer pour un 2 pièces, donc 700 € charges comprises, complet et je regarde un peu et tout ça et je me rends compte que, bah, je sais pas si c'est vraiment le prix et cetera. Je regarde Meilleure Agence, tu sais, ils peuvent donner les prix des loyers, mais c'est tu as un indice de 2 sur 5, donc tu te dis: «À tout moment, ça va pas» et cetera. Et je me dis: «Bon allez, je vais mettre une annonce» et finalement, je le mets à 780 €. Je me dis: «Bon, je vais le mettre quand même plus cher, parce que ça me paraît pas très cher» et puis si jamais il consomme beaucoup d'eau, j'avais toujours cette idée de forfait de charge, donc du coup, s'il consomme et ben, en fait, je pourrais pas les rattraper. Donc je me dis: «Bon allez, 780 €, je mets mon annonce» et là, c'est la folie. J'ai, en 4 jours, j'ai 35 demandes, on n'arrête pas: «Oui, votre appartement, je veux le visiter», tout ça. Je m'attendais même pas à ça, quoi. Et je me rends compte qu'il y a un vrai marché. Et là, je me dis: «Mais c'est dingue» et finalement, je fais des visites et en 15 jours, je trouve une locataire, super contente, une jeune travailleuse, qui voulait un appartement. Elle dit: «Ah, il est vachement bien décoré», parce que j'avais mis des petits lustres, des trucs. Bon, j'étais allé faire mes courses à droite à gauche chez IKEA et cetera voilà, ça se fait très vite, je loue donc 780 €, donc charges comprises, je suis très content parce que du coup, mon crédit à l'époque me coûte, 415 €. Donc je suis quasiment, dans ce que j'avais dit de, voilà Ouais. et en plus sur 15 ans donc je suis très content. Je vois que je tiens les chiffres et de là je suis parti en fait, ça m'a débloqué. Cet achat, c'était vraiment, le test. C'est vraiment pour moi, c'était vraiment, j'étais dos au mur. Je me suis dit: «Je vais essayer, je vais voir et on va voir si ça marche». Tout le monde autour de moi était là: «Ah, fais attention». Enfin, les gens autour de moi, ils comprenaient pas. Ils me disaient: «Aubin, tu as une situation de vie complètement nouvelle, tu as déjà un risque global dans ta vie qui est important. Pourquoi tu te mets une pression supplémentaire avec un appartement, avec un locataire, avec des impayés, avec ils vont tout brûler, ils vont tout casser, ça va être squatté», enfin, tout ce qu'on entend, C'était quoi. qui tes proches dont tu parles là? C'était tes parents, ton frère ou des amis? Non, si tu veux, mes parents, ils ont toujours depuis que je suis petit, ils ont toujours été assez, permissifs avec moi et ils se sont toujours dit: «Bon, OK, si tu as envie d'essayer de faire un truc, fais-le et on fera le point après, on verra», quoi. Mes parents, c'est un peu ça la vision des choses. Donc ça m'a permis de faire plein de choses, hein. J'aurais jamais pu aller travailler sur des marchés, pour, 10 francs et aller réparer des vélos à droite à gauche avec une vision, familiale différente. Mais donc du coup, ils m'ont soutenu parce que même mon père m'a aidé à monter les meubles et cetera et à faire les déménagements parce que impossible pour moi de faire un déménagement. Enfin voilà, chaque fois je demandais à mon père. Encore heureusement, j'avais un petit utilitaire, un petit camion qui me restait à l'époque où je transportais pas mal de motos pour aller sur les circuits, donc je l'avais pas vendu. Donc en fait, mon père, il conduisait et puis il allait, il chargeait des trucs, il déchargeait, enfin c'était vraiment, folklorique, quoi et non, les gens qui me parlaient plutôt autour de moi, c'était plutôt, bah, dans mon centre de rééducation, dans mon cercle, on va dire d'amis, les gens qui étaient autour de moi, ils me disaient: «Voilà, c'est un peu, à l'époque aussi, c'est vrai que ma copine, elle avait quelques doutes. Elle me dit: «Bah, attends, bon, on va voir et tout. Tu es sûr que c'est une bonne idée?» et cetera et au final, ça a été un très bon lancement parce que j'ai eu de la chance, comme je te dis, sur différentes choses, mais cet appartement, ça a été vraiment un super achat pour moi, à tel point que là où on parle actuellement, c'est toujours la même locataire qui est rentrée il y a 6 ans là. Trop Elle est bien. toujours là, elle paye remis son rond, j'ai jamais eu de soucis. Tu fais des augmentations annuelles ou pas? Non, je suis trop Tu es trop content. gentil Ouais. encore. OK.
Parce que tu verras dans 10 ans, si elle est encore là, tu vas dire: «Ouais, mais en fait, elle est vraiment pas assez chère». Ouais, mais franchement, pour le coup, là-dessus, je suis pas un bon élève parce que, en fait, je considère que quand les gens, ils sont vraiment bien et que j'ai vraiment un bon locataire, j'augmente pas et j'augmente très peu mes locataires. C'est un vrai tort, mais bon. Alors du coup, donc ça c'est bon, ça t'a mis. Mais sincèrement, t'as dit que t'avais de la chance, mais enfin, je le dis quand même, c'est que t'as quand même bossé pendant 6 mois, à galérer à faire plein de visites. Parce qu'en fait, les gens, des fois, ils s'imaginent que, tu sais, les bonnes affaires, tu vas les trouver sur le bon coin. Et en fait, tu vois bien que c'est à force de visites, de contacts avec les agents et puis d'opportunités que les hasards se créent, en fait. C'est ça, faut C'est créer ta pas, chance, il en s'est fait. pas créé tout seul, tu vois, c'est ça. Tu l'as créé. Bon, non, mais trop bien. Ouais, et puis enfin, j'ai appris après. Pour moi, j'avais juste eu de la chance, etc. Après, je l'ai appris après parce que maintenant, je sais très bien comment fonctionne le réseau, le fait de visiter la quantité, le volume, les agents IMO qui te rappellent, etc., les trucs qui reviennent en vente, etc. Mais à l'époque, moi, je me suis juste dit, ah, le hasard a fait que je suis tombé dans la bonne rue, dans le bon jour et que le gars m'a prévenu et m'a dit, ah, bah, il y a un truc en vente qui va se faire. Non, non, mais bon, je pense que j'ai eu quand même un peu de chance, quand même un peu de chance. Ok. Ouais, parce que pour le premier, forcément, quand on est en plus, t'as fait tout seul, c'est vrai qu'il y a le côté. Ok. Et donc ensuite, tu t'es dit, bah c'est parti, ça t'a débloqué. Ouais, et donc ensuite, je me suis dit: «OK, Aubin, ça a bien fonctionné. Tu as peut-être eu un peu de chance. Tu vas quand même te former plus sérieusement quand même». Là, en fait, là, cette situation-là m'a levé les doutes. Je me suis dit: «OK, ça fonctionne. Il y a une vraie demande locative». J'ai été, submergé de demandes et même moi, je me dis: «Mais attendez, j'ai qu'un appartement». Je faisais des visites, il y avait 10 personnes intéressées avec des dossiers et je me dis: «Mais au pire des cas, j'en prends qu'un seul, quoi». Donc tout ça, je me suis dit: «Il y a une vraie demande, c'est pas du bullshit, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube en disant: «Mais allez-y». Bon, il faut faire la part des choses entre, rentier pendant 3 mois, dans 3 mois et la vérité, mais en tout cas, il y a un truc qui fonctionne. Donc je me suis dit: «OK». Dans ma tête, je me suis dit: «Ça y est, j'ai trouvé un truc que je veux faire». Je voyais bien le truc, le remboursement, le cash flow, du coup, après à la fin, dans X années, le bien, il serait payé, ouais, et je pourrais avancer et j'aurais quelque chose pour plus tard. Donc je me suis dit: «Bon allez, maintenant, on y va, on réitère la chose, mais je vais me former». Finalement, je me suis dit: «Allez, je j'investis sur moi-même et j'y vais», et donc j'ai pris cette formation fin d'année 2018, avant l'achat de mes prochains biens, et je me suis formé. Alors très vite, il y avait déjà pas mal de choses que je connaissais par rapport au LMNP, par rapport à tout ça. J'ai bien aimé le côté société aussi, de se rendre compte un peu d'une SCI, pourquoi une SCI, les IS, l'IR, quels sont les avantages à droite, quels sont les avantages à gauche. Et donc, me voilà parti. Donc formation, validée, j'ai fait tout ce qui me plaisait et ce que j'avais besoin, et c'est parti, visite, visite, et là, 2019, j'enchaîne pas mal parce que je rachète du coup un autre appartement, toujours en rez-de-chaussée. Je faisais une petite surface, donc un studio. Le premier, c'était un 2 pièces, le deuxième, c'était un studio de 32 mètres carrés. Je signe un compromis pour un appartement 4 pièces, donc un plus grand appartement 4 pièces, et je signe un troisième studio sur l'année 2019. Voilà, donc l'idée, c'était d'avancer comme ça et de pouvoir réitérer. Donc je commence à arriver chez mon banquier en lui disant: «Bon, bah, voilà, ça c'est bon», je lui fais des bilans prévisionnels. Maintenant, je commence à arriver chez le banquier avec 2 demandes de crédit en même temps, et donc là, je commence pour moi, il y avait pas de souci de ça. Il commence à me dire: «Ah oui, monsieur de Caudebec, bon, bah, d'accord, mais bon, on va regarder tout ça». Il me finance les deux autres studios, donc je suis à 3 bien financés en un peu moins d'1 an. Je lui amène le quatrième et il me dit: «Bon, attendez, attendez, voilà, vous avez quand même pas de CDI, et cetera», et là, je commence à voir qu'on commence à me mettre des petits pions, Ouais. de stop, de me dire: «Attendez, voilà, l'amortissement, là, on est au début des crédits, et cetera», et moi, je lui ai dit: «Bon, bah, c'est simple, si vous voulez, à chaque fois», et j'avais déjà cette mentalité-là avant, j'estime que quelqu'un qui investit doit avoir la possibilité d'au moins mettre les frais de notaire en apport. C'est-à-dire que il y en a plein qui font du 110%. Moi, j'ai jamais fait du 110% parce que je me dis, ne serait-ce que pour le sérieux, si on arrive chez un banquier et que sur 100 000, donc il y a 8% de frais de notaire, donc on ne peut pas mettre 8 000 €, on leur demande 100 000. Pour moi, mentalement, je me dis, bah non, en fait, je comprends que le banquier dise non parce qu'à un moment, il faut quand même pouvoir montrer patte blanche. Donc, à chaque dossier, en fait, je prenais dans mon épargne et je mettais les frais de notaire en apport. Donc, j'ai ces 3 appartements. Le 4e, là, quand ça commence à être compliqué, et je dis: «Oui, mais si je monte une SCI», parce que j'avais commencé à regarder un peu, «si je monte une SCI, est-ce que vous pensez que c'est plus simple?» et cetera. Bon, il s'avère que finalement, il me dit: «Bon, OK pour le financement SCI». Donc j'achète, un 4 pièces pareil à 8 minutes de chez moi, que je vais acheter finalement. J'ai fait une négociation qui était assez intéressante et j'avais
Je me suis arrangé avec les anciens propriétaires pour reloger leurs grands-parents. En fait, en gros, on s'est mis d'accord. Il a dit: «Bon, bah, d'accord, je vous vends l'appartement à ce prix-là, mais par contre, vous prenez, mes parents qui sont, assez âgés en location derrière parce que, personne ne veut les prendre nulle part et qu'ils ne peuvent pas justifier de paye. Ils peuvent juste justifier de leur retraite qui a été une bonne retraite parce que le monsieur travaillait à la SNCF. Donc bah, je dis: «Bah, OK» et donc je me retrouve avec un bien que j'ai acheté quand même, 155 000 € pour 1 250 € de loyer. Donc moi, ça je trouvais que c'était bien, ça collait bien et cetera. Donc je mets 1 bien dans cette SCI, je crée une SCI, avec mon expert comptable qui gère mon LMNP et j'avance comme ça. L'année d'après, parce que l'année 2019 est vite passée, 2020, le covid arrive, comme pour tout le monde. J'avais 2 compromis, en cours, ça les a vachement freinés et après, donc on s'occupe de tout ça en sortie de covid, donc ma notaire, elle met tout un peu en stand-by. Je commence à bien m'entendre avec ma notaire qui est la même depuis le début parce qu'en fait, je prends toujours la même. Donc elle me connaît et elle a bien aimé, un peu mon parcours et le fait que je rebondisse autant après un accident de la vie. Donc ça se passe vachement bien. Elle me dit: «Non, non, mais t'inquiète pas Aubin, je vais te faire gagner du temps sur ce dossier-là. On va demander du temps ici, on va faire ça va bien se passer». Donc les choses se font, sauf qu'on arrive après covid et on va dire que le son bancaire n'est plus le même. Là, d'un coup, les banques, ils commencent à vraiment mettre des freins. Mon banquier me dit: «Ah bah non, on peut pas, il faudrait essayer de rembourser du capital, pour qu'on puisse, avoir plus de marge, les 35. J'étais déjà au-dessus des 35 d'endettement. Avant, ils regardaient tous les loyers qu'il y avait en face, donc ça allait bien. Parce que bon, tous mes différents loyers étaient enfin, ça couvrait largement, tout ce qu'il y Bah avait à oui. couvrir au niveau du crédit, donc ça se passait bien, donc ça et là, il me dit: «Eh ben non, on a d'autres réglementations, donc du Haut Conseil de stabilité financière et il me dit, «Ah non, c'est compliqué tout ça», donc moi d'un autre côté, je regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux et je dis: «Bon, bah, voilà», à un moment, j'arrive chez mon banquier, je dis: «Votre délégation, d'agence est à quelle hauteur?» Et donc là, il me regarde un peu avec des gros yeux: «Mais comment ça?» Je dis: «Moi, je veux savoir à quelle hauteur est votre délégation d'agence. En gros, jusqu'à quelle hauteur vous pouvez accepter mon crédit sans aller demander, sans monter le dossier plus haut?» Et il me dit: «Bah oui, mais c'est pas il y a pas que ça et cetera» et bon, il me dit: «Bon allez, OK», parce que j'étais sous compromis pour un petit immeuble avec de l'eau. Il me dit: «Bon bah OK, mais c'est le dernier des derniers». Tu dis: «Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, ouais, tu dis que c'est le dernier, tu verras. Bon, crois que c'est le dernier, mais il y en aura d'autres, t'inquiète». C'est exactement ça. Je lui dis: «Bon OK, vous financez, garde le dernier», et ah oui, il m'avait même, présenté le responsable d'agence, le directeur d'agence qui m'avait dit: «Bon bah voilà, je mets mon accord là-dessus, mais on est au-dessus de notre taux d'endettement et cetera. C'est le dernier des derniers», enfin voilà, il s'était passé le message pour tous me dire la même chose. Donc je pars là-dessus, sauf qu'en fait, le fait que j'ai travaillé mon réseau, que j'ai pas mal de choses, on m'amène de plus en plus d'affaires. Sauf qu'à un moment, je me dis: «Mais attends, il y a vraiment des belles opportunités, mais c'est pas assez rentable pour faire du locatif pour moi ou c'est pas assez intéressant ou c'est pas ce type de bien, mais c'est intéressant quand même». Et là, je me dis: «Le marchand de biens, ça peut être intéressant quand même. Il y a peut-être un truc à faire dans de l'achat-revente». Donc je commence à regarder et cetera. Il y avait un petit module, marchand de biens dans la formation de je commence à regarder un peu, je m'intéresse à des marchands et en fait, je me rends compte que bon, bah, finalement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose dans le marchand de biens. Donc j'ouvre une, SAS, 2e société créée, 1 an après la SCI, j'ouvre une SAS en plus et je me dis: «Bon, bah, voilà, c'est parti, go, je vais faire du marchand de biens, en plus du locatif vu qu'il commence à me fermer un peu les portes». Et en plus, je me suis dit: «Bah, c'est bien, ça va faire du cash, donc je vais pouvoir montrer des bons bilans, je vais pouvoir me verser des dividendes. Potentiellement, ça va monter un peu on va dire, mes revenus financiers, globaux et du coup, mon taux d'endettement va baisser et je vais pouvoir réinvestir». Donc je suis parti là-dessus, je trouve des biens, je fais ma première opération en 2020, je dirais 2020, fin 2020, début 2021, je fais ma première opération de marchand. Un tout petit studio que j'ai acheté dans l'état, que j'ai packagé des travaux, que je n'ai pas fait les travaux et que j'ai revendu. Et les choses avancent comme ça se passe bien, j'en fais un deuxième, je fais un peu de rénovation et cetera. Et en fait, je me suis rendu compte que le marchand, en fait, c'était quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus rapide, en termes de finances. Et en fait, je me suis revu en train de, bah, en fait, réparer mes petits vélos, les acheter, les revendre. Bah ouais, c'est exactement ça. C'est ton âme de marchand depuis toujours, quoi. Beh, ouais, c'est ça, d'acheter un truc, d'essayer de voir si je peux pas le rendre plus cher, et en fait, clairement, je me suis dit: «Bah, en fait», à un moment, j'ai eu cette réflexion-là, je me dis: «Bah, en fait, demain, tu fais ce que tu fais déjà depuis des années dans différents secteurs et là, tu le fais, bon, à un titre beaucoup plus gros parce que c'est de l'immobilier et puis parce que, les risques sont différents.
Mais en fait, tu fais ça et du coup, bah, je me suis dit: «Ah, c'est cool et tout» et alors là, ça a fait flipper beaucoup plus les gens autour de moi. Parce que le locatif, c'est une chose, parce que bon, bah, il y a le crédit, il y a le locataire et tout. Le marchand, quand je commençais à dire aux gens, y compris ma famille proche, que, je vais acheter un appart, que je vais pas faire de travaux, je l'ai juste bien acheté, je vais le revendre comme ça, tout le monde me dit: «Mais non, en fait, si toi tu l'as acheté ce prix-là, pourquoi le monsieur qui va ou la dame qui va te l'acheter ne l'achète pas ce prix-là?» Et donc en fait, il y a mais ça c'est vraiment c'est une barrière purement mentale et moi j'explique aux gens, je dis: «Mais quand tu vas acheter tes pommes de terre dans ton supermarché, tu crois vraiment que le supermarché, quand il a acheté, je sais pas moi 300 kilogrammes, 600 kilogrammes, 2 tonnes, 10 tonnes, tu crois vraiment qu'il les a payés le même prix du kilo que tu les as achetés? Ah ben non, bah oui, bah c'est pareil». Donc je leur disais voilà. Non mais J'adore, c'est ça et je dis ça à j'adore. tout le monde. Mais c'est exactement Quand les ça. gens, certaines personnes me disent: «Oui, mais c'est de l'argent facilement, fait, sur un bien, c'est de la spéculation». C'est pas de la spéculation, c'est juste du commerce. C'est acheter un produit, valoriser le produit, revendre le produit et donc en fait, en achetant ce produit-là que je connaissais très bien, en le valorisant avec un devis de travaux, avec un montage et j'expliquais à la personne qui l'a acheté: «Bon, bah, voilà, tu fais ces travaux-là, tu fais du LMNP, tu loues tant et tu vas avoir tant de rendement et donc moi je te le vends comme ça». Et bah, en fait, j'ai proposé un service un peu clé en main et moi, j'ai vendu des biens comme ça et les gens étaient très contents et c'est des gens qui ont investi et je me dis, après, que en fait, les premiers biens que j'ai faits, j'aurais été tellement content que quelqu'un m'amène le produit comme ça en me disant: Regarde, tu achètes ce produit-là, tu vas me mettre tant de travaux, donc tu vas faire du déficit à hauteur de temps, tu vas louer tant, tu vas pouvoir faire comme ça et tu vois, il y a une bonne demande». Enfin, clairement, c'était du pain béni. Donc je me suis lancé là-dedans et j'ai fait une opération, 2 opérations, 3 opérations, 8 opérations. J'ai commencé à acheter des lots d'appartements, des successions avec, bah, il y a 3 T2, sur le même palier. Allez, c'est parti, il y a 2 appartements et j'ai commencé à acheter plus d'appartements comme ça et à revendre et du coup, je sais pas si tu connais un peu le principe du marchand, mais le principe du marchand, c'est l'opposé du locatif. C'est-à-dire qu'en locatif, au début, on va te prêter de l'argent en disant: «Oui, oui, oui, oui» et après, dès que tu en fais un peu trop, on referme complètement les robinets, on dit: «Ah non, 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 attention, le risque, sur la même tête, ça fait beaucoup». Le marchand, on te prête rien, on te dit: «Non, non, non, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr» et dès l'instant que tu as des bilans et que la banque se rend compte que ça fonctionne et que tu sais bien faire, là, il t'ouvre des lignes de crédit, pas facilement, mais en fait, il te prête sans trop de soucis, quoi. Donc moi, je voulais juste passer ces barrières du début en me disant: «Bon allez, je passe, les choses compliquées». Donc au début, j'étais en autofinancement, mais j'achetais des trucs enfin, moi, ma première revente, c'est acheté 46 500 €, revendu 70. Mais c'était 100 du cash personnel, quoi. J'ai mis 46 500 €, j'ai mis une grosse partie de mes économies en me disant: «Bon allez, c'est parti». Mais je croyais en mon projet et je savais que j'allais le revendre. Voilà, ça, c'était une de mes premières ventes et ça s'est super bien passé et en fait, j'ai réitéré ce genre d'opération avec des petits montants. J'ai même acheté des trucs à 35 000 €. Enfin, moi, ouais, la plus basse, oui, la le truc le plus bas que j'ai acheté, c'est 35 000 €, quoi. J'ai 2 questions. La première question, c'est quand tu fais tes achats-reventes, est-ce que tu fais une sorte de petit home staging avant la vente, genre tu fais un petit coup de peinture, un petit ameublement pour mettre en valeur le bien? Comment tu fais en fait pour générer en fait les coups de cœur ou en tout cas les envies d'achat sur les biens que tu as trouvés, tu sais que c'était des pépites et que c'était pas cher? Comment tu fais pour justement passer ce cap à l'acheteur derrière? Alors, il y en a où j'ai fait beaucoup de travaux et là, je fais tous les travaux de A à Z et mais sinon, je fais pas trop de home staging. Pourquoi? Parce que les biens là que j'avais, on va dire, ciblés, c'est des biens où clairement, il y a un gros, gros boulot à faire. En fait, c'est même pas du home staging, il faut tout refaire. Donc du coup, je vendais vraiment le projet global en disant: «Mais regardez, vous achetez tant, vous allez avoir tant de travaux, ça va vous coûter comme ça et vous allez pouvoir louer à tel prix» et en fait, je vendais je te dis un truc, mais j'achetais une rentabilité à 10 et je revendais du 8, ou j'achetais du 11 et je revendais du 9 et en fait, je proposais le package complet, et je faisais pas vraiment de travaux. Soit je fais tous les travaux et je fais tout nickel et c'est clé en main et c'est tout neuf, soit je fais pas de travaux, quoi. OK et donc OK, donc tu as répondu à ma première question. Donc en fait, en effet, c'est si jamais tu revendais sans faire les travaux, en fait, tu fais projeter la personne et tu revends plutôt à un investisseur du clé en main parce que tu as déjà prévu et tu peux même, entre guillemets, fournir les personnes qui vont faire les travaux par rapport au devis que tu as édité. Comme ça, la personne, elle a juste à faire le projet que tu as pré-packagé comme t'expliquais, quoi. C'est ça, en fait, je faisais ça. Au début, toutes mes opérations de marchand, c'était que pour l'investisseur. En fait, je connaissais le produit, je connaissais la recherche des gens, parce que je faisais pas mal de rendez-vous, de différents apéros immobiliers, et cetera. Je savais quelle personne allait chercher quoi et donc du coup,
les produits comme ça que je trouvais, je les packageais, je les revendais, mais que à des investisseurs et en fait, c'était, bah, vu que je cherchais pour moi, en fait, c'était juste un truc que j'aurais peut-être pu signer moi, mais qui était pas forcément assez intéressant ou qui était dans une ville qui m'intéressait pas mais je me dis: «Bah, je vais pas le laisser passer, quoi. Il est l'opération, elle est quand même bonne», j'étais beaucoup plus rapide à évaluer les opérations. J'étais bon dans mon secteur, je faisais que du studio 2 pièces proche région parisienne, enfin proche, Paris. Donc en fait, je me suis dit: «Voilà, autant que ça serve à quelque chose». Et est-ce que, parce que alors donc j'ai quand même quelques questions qui me viennent. Est-ce que donc dans ta carrière de marchand de biens là que tu as lancée et tu encore dedans, si j'ai bien compris? Ouais, je suis marchand maintenant à plein temps, ouais. Est-ce que de temps en temps, une fois par an, tu trouves une pépite et tu te la gardes en locatif pour augmenter ton patrimoine? Ou est-ce que tu fais plus du tout de locatif depuis que tu es marchand de biens? Non, en fait, je me suis lancé dans une autre vision. En fait, maintenant, je fais en gros, 70 de marchand de biens, 30 d'investissement locatif et maintenant je lance des gros projets. Donc j'essaie de me lancer un que j'appelle gros projet par an et oui, oui, je cherche quand même, du locatif pour l'idée aussi de monter, l'encours bancaire et d'avoir, des loyers en face et que ça se rembourse. Oui, c'est toujours dans mon but. Mais je fais plutôt des gros trucs maintenant. J'achète des Là, je suis sur un projet, j'ai acheté une ancienne maison médicale et je divise, je rénove tout et je fais 7 appartements avec des jardins, avec chacun leur place de parking. Enfin voilà, Et là, tu vas revendre à la découpe du coup. non, c'est du locatif pour moi, c'est dans la SCI. Et ça, tu gardes tout. Trop Voilà bien. Ok, ok. et ça, c'est, on va dire, un gros projet que j'essaie de m'en faire un gros par an et on n'est plus au Aubin qui vient et fait son petit appartement à l'MNP, mais du coup, ça a d'autres contraintes. Là, avec Kennedy, ça avait tout ça, des permis de construire et cetera. Mais du coup, c'est des projets un peu plus longs, mais après, dès que tu as fini, bah, tu as un immeuble, rénové avec des loyers et cetera, quoi. Ok, donc en fait, tu fais une double stratégie aujourd'hui, c'est-à-dire tu continues dans le locatif pour le côté rentier, enfin je sais pas comment dire, le côté Patrimonial, ouais. voilà, patrimonial, je veux m'enrichir entre guillemets tout seul et tu continues tes efforts en marchand de biens en mode plutôt de travail, de marchand, achat-revente et ça te crée du cash, des gros tickets au fur et à mesure de tes opérations. C'est ça, ouais. En gros, c'est ça. C'est pour moi, les 2 vont ensemble et il y en a un, c'est du patrimonial rentable, attention, on parle Oui, pas oui, 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 on est d'accord. Oui, non, parce que patrimonial dans la tête des gens, c'est pas rentable. Ouais, c'est juste pour te préciser, du patrimonial rentable, voilà, c'est-à-dire moi, il faut que ça faut soit qu'il y ait du cash flow, quoi. voilà, faut que ça soit, il y ait de l'excédent de trésorerie, il faut qu'il y ait une plus-value à la revente. Tous mes biens, si je les vends tout de suite, je prends une plus-value. Sinon, même si c'est enfin, j'achèterais pas un bien même à 12 de rendement si c'est pour être, à l'équilibre, voire en négatif quand je le revends. Type coloc. Je me suis beaucoup posé la question à un moment de lancer de la coloc ou de la LCD, et cetera. Mais je l'ai jamais fait parce que finalement, moi, je veux du rentable, avec un engagement qui est pas trop, énergivore au niveau temps, parce que maintenant, c'est le temps qui me manque pour gérer tout ça. Mais il faut que ça soit rentable et il faut que ça soit intéressant, au niveau de la revente. Attends, juste pour expliquer aux gens, parce que peut-être qu'ils n'ont pas compris quand tu dis je veux pas faire du 12%. Je pense que ce que tu veux dire, en fait, c'est que toi, ton intérêt, c'est pas d'avoir tout de suite beaucoup de cash flow. T'as plutôt une optique de lever de la dette pour faire grossir, entre guillemets, la grosse locomotive que tu es en train de mettre en place qui va générer énormément de richesse sur le long terme. Et donc, tu vas pas viser petit invest, gros cash flow, qui pour toi, c'est pas en tout cas, sur le terrain là que tu as envie de jouer, quoi. Est-ce que c'est bien traduit ou pas? On va dire, enfin, majoritairement, c'est ça, mais en fait, moi et je le conseille à tout le monde, en fait, je vise quand je disais du 12 c'était pour, un petit peu pour sortir un truc un peu important, mais en fait, je vais préférer avoir un appartement qui me rapporte, je sais pas, je te dis une bêtise, 8 de rendement locatif, mais le jour où je revends, j'ai 25 de plus-value, qu'avoir un appartement où, bah, type colocation, où j'ai fait des travaux et cetera, qui me rapporte 12 ou 13 sur le papier, c'est super, mais le jour où je revends, je suis pile poil à l'équilibre, voire ça vaut moins cher que ce que j'ai mis pour meubler, pour les travaux, pour la coloc, tout ça. Et enfin, moi, c'est ma vision des choses, mais moi, je préfère signer un deal un peu moins intéressant, mais avoir un excédent de trésorerie qui est significatif à la revente, plutôt qu'avoir un cash flow tout de suite. Enfin, Non mais c'est intéressant parce que peut-être déjà t'as plus besoin vraiment de beaucoup de cash flow parce que de toute façon là tu vis très bien et donc un peu plus de cash flow ça ne changerait pas grand-chose à ta vie. Et en fait ce que tu es en train de dire c'est que tu es en train de combiner le meilleur des deux mondes, à la fois du marchand de biens et du rendement, c'est-à-dire que toi tu fais un peu les deux, c'est-à-dire que même quand tu achètes en locatif, tu as déjà ton esprit marchand de biens qui est quand même là au cas où si jamais je veux revendre, je veux quand même ma marge. c'est ça, c'est Donc ça. c'est génial. OK. Et je pense que c'est une stratégie qui est très forte en région parisienne, parce que les prix du mètre carré est élevé et il y a une vraie force là-dessus. Moi, enfin,
je suis convaincu qu'il y a moyen de faire un bel investissement. Il n'est pas forcément tout de suite, moi, ça me dérange pas d'être à l'équilibre si, je refais une revente et je prends 30 dans 2 ans. Enfin, moi, l'équilibre me va très bien, hein, enfin, le cash flow, c'est toujours pareil. Tout le monde calcule le cash flow, mais le cash flow, la réelle force du cash flow se fait à la revente. Là, vous avez revendu, vous avez votre BIB, vous savez combien vous avez revendu. Bah, là, vous savez, si on a un cash flow positif, mais finalement on vend et on est en négatif, bah, il faut enlever le négatif de la vente sur tout le cash flow qu'on a touché pendant les années et en fait, d'un coup, le cash flow, il est beaucoup moins bien donc oui, oui, non, donc je pense que c'est un truc important, quoi. Ouais, mais après, moi, ce que je pense, c'est que tu as quand même un niveau assez expert en immobilier. Parce que, pourquoi je te dis ça, c'est que, en fait, je trouve que des fois, les débutants, ils se mélangent les pinceaux entre plus-value et rendement. Et en fait, ils se disent, non, mais j'achète dans tel secteur parce que je suis sûre que ça va exploser un jour. Il va y avoir une ligne de métro, gna gna. Et en fait, du coup, t'achètes un truc pas rentable. Et puis, Ouais. oui, mais je suis sûre que c'est un quartier porteur. Enfin, en fait, c'est juste ça que j'ai envie de corriger. Enfin, pas corriger parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je précise aux gens qui nous écoutent que je pense que c'est pas ce que Aubin il fait. À mon avis, Aubin, il achète pas cher, il achète 20 ou 30% en dessous du prix du marché et il ne mise en aucun cas sur le futur du quartier. En tout cas, j'imagine que tu fais comme ça, en tout cas. Tu as raison et c'est bien de le dire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la valorisation d'un bien se fait par l'extérieur. Non, la valorisation d'un bien se fait à l'achat par les travaux qu'on a fait. C'est-à-dire que quand je dis 20 d'excédent, c'est-à-dire qu'en gros, le jour où j'ai fini mes travaux, 2 mois, 3 mois, 4 mois après l'achat, tout de suite, je le mets en vente, je prends 20. C'est pas dans 5 ans quand la ligne de métro elle aura fait ça et qu'il y aurait eu les JO et que ceci et non, 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 ça là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand on dit qu'il y a un excédent important, c'est qu'en fait, cet argent-là, elle est directement là dès qu'on a fini les travaux. C'est preuve qu'on a bien acheté et que derrière, le travail a bien été fait et que dès l'instant que le produit est fini, qu'il est prêt à accueillir, du monde, il vaut, ouais, 20 ou 30 de plus. Ok. Bon, bah, très intéressant. Et en fait, j'avais encore une petite question que je trouve intéressante. Et comme toi, t'es sur les deux. C'est-à-dire que tu as fait du locatif, ensuite du marchand de biens. Et maintenant, tu fais du locatif marchand de biens plus marchand de biens. Enfin, j'appelle ça du locatif marchand de biens parce que tu as vraiment cet esprit de marchand de biens quand tu fais ton locatif. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui veut démarrer et qui se dit, est-ce que tu commencerais par du locatif ou est-ce que tu commencerais par du marchand de biens direct? Je trouve que c'est une question super importante. Moi, j'ai mon avis, mais je veux bien que tu te donnes le tien en premier. Ça, c'est la question à 1 million ça. Alors, pour moi, c'est 2 choses différentes. Il faut pas non plus, tout n'est pas rose dans le marchand de biens. C'est un milieu qui est quand même assez compliqué et c'est un vrai métier. Pour moi, le locatif, c'est vachement bien, ça te met un pied à l'étrier, tu peux en faire et avoir ton boulot à côté et cetera. Tu peux vraiment te débrouiller. Le marchand de biens, ça y est, tu es professionnel de l'immobilier, tu as quand même une charge possible, qui est quand même beaucoup plus importante, en termes de responsabilité. Quand je dis possible, parce que si tu fais rien, tu fais aucun travaux, bon, bah, ta responsabilité, elle est quand même, assez courte. Si tu fais beaucoup de travaux, si tu as différentes choses, enfin, il faut vraiment connaître un petit peu les règles. Donc le marchand de biens, c'est vraiment pour moi, c'est un level au-dessus. Je pense que pour commencer, même si on veut être marchand plus tard, pour commencer, vaut mieux se mettre sur du locatif, se rendre compte un peu de comment ça marche et des un peu des ficelles de l'immobilier, parce que ça peut très bien se passer, hein. Moi, j'ai des gens qui ont commencé marchand et ça s'est très bien passé et ça peut très bien se passer, mais c'est pas pareil quand même. On est beaucoup moins couvert, on est professionnel. Vous avez une société qui est quand même commerciale, une SARL, ou une SAS, mais le problème qu'il y a, c'est que aussi vous avez les responsabilités d'un professionnel. Donc demain, il y a un problème, on va vous dire: «Ah bah, attendez, vous êtes marchand de biens». Il y a aussi toute une partie qui est quand même, financière, qu'il faut quand même avoir un petit peu de trésor parce que typiquement les pubs qui vous disent: «Oui, allez-y, lancez-vous en marchand et puis, on va vous trouver une banque et cetera avec, quelques milliers d'euros». Non, enfin honnêtement, il faut pas se leurrer, ou alors il faut commencer, moi j'ai des gens qui ont commencé avec très peu de trésorerie, mais vous commencez, vous achetez des parkings, vous les revendez, vous achetez des box, vous faites voilà que des petites choses comme ça, avant de pouvoir commencer à acheter un immeuble, faire une mise en copro, diviser, revendre à la découpe. Moi, j'ai commencé à faire ça, ça faisait 2 ans que j'étais marchand et j'avais pas fait d'immeuble ni de découpe parce qu'au début, je faisais que du lot parce qu'au début, bah, il faut quand même, même si je connaissais déjà et que j'avais quand même tout mon bagage immobilier locatif, c'est un milieu qui est quand même assez gros donc il faut y aller, faut pas brûler les étapes, je pense. Et alors attends, parce que moi je vais te donner mon avis, mais c'est marrant parce que en tout cas je suis assez d'accord avec ce que tu dis et ça corrobore, mais moi j'ai plus des raisons financières et en tout cas de calcul mathématique que je préfère qu'on commence par le locatif et ensuite le marchand de biens, tout simplement parce qu'au départ tu as de la capacité d'endettement. Et comme tu dis, quand tu commences en locatif, bah, tu auras à un moment donné
où tu n'auras plus la possibilité d'emprunter. Mais si tu as gardé ton cash, bah là, tu bascules en marchand de biens, tu fais tes opérations, tu as eu l'expérience de ton locatif et tu es bien endetté côté perso. Donc, tu as pu commencer à lancer une machine qui s'auto-rembourse et qui te crée une sécurité avec un peu de cash flow de préférence. Et comme ça, quand tu te lances en marchand de biens, bah, tu as l'expérience déjà de tes premières opérations et tu t'attaques en marchand de biens exactement comme toi ce qui s'est passé. Moi, je trouve ça hyper logique. C'est au moment où tu commences à aller voir les banques pour faire du locatif et qu'elles commencent à plus vouloir. Bah, ok, maintenant les gars, on passe en SCI à l'IS, on passe aux choses sérieuses, on va faire du marchand de biens et tu passes en marchand de biens, quoi. Je sais pas si t'es assez d'accord. Parce que moi, je vois, en fait, moi, ce que je trouve juste dommage, c'est quand des gens, ils ont des grosses capacités d'endettement à titre perso et qu'ils les utilisent pas. Moi, ça me Ah fait bah oui, toujours mal au cœur, tu vois. Moi, ça me fait toujours mal au cœur. je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok. Quand je vois des gros salaires, des grosses fiches de paye et qu'il n'y a pas un crédit en face, je dis, mais les gars, qu'est-ce que vous Mais faites? oui, non, mais on est d'accord, on est d'accord. Vous attendez quoi? Bah, c'est ça. Mais oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Après, t'es pas dans le de tout le monde, mais ouais, pour le coup, je suis d'accord avec ta vision des choses. Il vaut mieux lever de la dette, et puis c'est moins risqué de lever de la dette sur du locatif, sur des trucs un peu plus classiques. Et puis après, bah, quand on commence à être bloqué, Ouais. on voit autre chose, quoi. Ok. Non, mais trop, trop bien. En tout cas, c'était un épisode passionnant. Je pense qu'on va faire un titre en rapport avec marchand de biens et locatif. Je pense que déjà, on a fait le tour dans l'épisode. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à partager encore par rapport à ton parcours ou est-ce qu'on a fait un bon tour? Non, 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 je pense qu'on a pris le temps qu'on avait besoin de prendre. Si les gens, ils t'ont apprécié et qu'ils ont envie de continuer à te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Comment est-ce que les gens qui ont aimé ton parcours peuvent te suivre? Et où te contacter s'ils ont des questions peut-être à te poser suite à l'épisode? Ouais, bah écoutez, avec plaisir. Moi, donc j'ai ouvert un Instagram exprès qui parle que d'immobilier depuis quelques temps déjà. Je raconte un peu toutes mes aventures immobilières. Donc ça s'appelle Aubin du bas Invest. Donc Ok. Aubin Invest. Je suis toujours dans une optique de faire avancer les choses et de faire avancer les gens. Donc il n'y a pas de souci s'il y a des gens qui ont des questions ou autres, même par rapport à différentes choses au niveau de l'immobilier. C'est avec grand plaisir que je pourrais amener ma pierre à l'édifice. Est-ce que, je pose la question, est-ce que tu proposes des accompagnements pour devenir marchand de biens? Autre question, où est-ce qu'on peut savoir les biens que tu revends avec 8% ou 9% de rentabilité clé en main et il y a juste les travaux à faire? Où est-ce qu'on peut les trouver? Les auditeurs qui nous écoutent, s'ils ont envie de te contacter par rapport à ça, comment ils pourraient le faire? Ou est-ce que tu proposes quelque chose ou pas? Ouais, alors je propose pas de l'accompagnement direct, parce que en fait, en fait, tout ça, ça prend du temps. Même moi, j'aimerais avoir plus de temps. Les journées font que 24 heures et j'ai du mal à tout faire déjà. C'est très compact. Donc je fais pas de l'accompagnement personnel, on va dire officiel. J'aide beaucoup de gens autour de moi dans le milieu de l'immobilier. Je suis ambassadeur pour l'organisme de formation que j'ai fait maintenant. Donc j'organise beaucoup d'événements immobiliers, en région parisienne. Et du coup, je fais différents, on va dire, j'appelle ça des apéros immobiliers pour que les gens puissent parler, pour qu'on puisse échanger par rapport à ça. Donc, moi, avec grand plaisir, s'il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main, ils n'hésitent pas, ils m'envoient un message via les réseaux, il n'y a pas de souci. Et mes produits, je les propose sur ça. J'ai un groupe WhatsApp et où on échange pas mal. Et des fois, je propose un peu mes produits que j'ai en vente. Mais je vais peut-être, l'année dernière, je l'avais fait un peu plus sur Instagram. Je vais te le faire un peu plus sur Instagram en mettant un peu les choses en vente que j'ai et les produits pour lesquels je pense qu'il y a un vrai intérêt financier pour l'investissement. Oui, oui, ça, je peux le faire avec plaisir, il n'y a pas de problème. Ok, donc de toute façon, je vais mettre le lien dans la description vers ton compte Instagram pour que les gens puissent aller te suivre et voir ce que tu fais, ce que tu proposes et suivre ton parcours. Bah, en tout cas, Aubin, merci beaucoup, mais t'as une énergie de dingue, c'est super. Enfin, et puis tout ce que t'as fait en immobilier depuis 2018, c'est assez impressionnant en termes de nombre d'opérations, donc bravo. Franchement, c'est cool. Eh ben, merci. Et puis voilà, bah, merci beaucoup pour ce partage. Pas de problème. Merci à toi pour ton temps et puis de valoriser les gens qui font pas mal de choses autour de l'immobilier. Je sais que c'est un petit peu votre créneau et que vous aimez ça et ça se voit, hein, ça se voit que t'aimes ça, hein, même commentant. Bah ouais, ouais, j'adore ça. Ça se voit que tu kiffes l'immobilier, donc c'est cool d'être entre personnes qui se comprennent par rapport à ça. Très bien, bah parfait. Bah merci beaucoup, Aubin, et puis bah à une prochaine alors. Salut! Eh ben, merci. Salut, salut.